Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Podcast numéro 102. Se libérer d'être fauché, les pièges de l'investissement. Alors, la série Se libérer d'être fauché, on est rendu au chapitre 7. Les premiers chapitres, 1 à 6, portaient surtout sur l'endettement. On a parlé du prêt voiture, du prêt étudiant, on a parlé de l'hypothèque. On est rendu plus du côté de l'investissement parce que c'est bien beau éviter l'endettement, mais pour accumuler un patrimoine, on ne va pas simplement mettre de l'argent de côté dans un compte épargne, on va vouloir l'investir. Là, ce qu'on nous dit dans Se libérer d'être fauché, c'est qu'il y a des pièges, évidemment. Comme l'endettement, c'est un piège, et bien dans le domaine de la finance, il y a des pièges partout. C'est ce qu'il faut être conscient. Lorsqu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, on peut être tenté d'aller vers des produits qui vont avoir un excellent rendement, qui vont sembler très faciles et qui vont nous enrichir plus rapidement. Les pièges de l'investissement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'équipe de Dave Ramsey, George Kamel, a une philosophie d'investissement qui est très simple et elle nous met en garde ici contre les différents pièges de l'investissement. En premier, juste dire que la simplicité bat la complexité. Okay? Dans le domaine de l'investissement, on va y aller plus vers ce qui est simple. Pas ce qui est simpliste, mais on va y aller au plus simple parce que souvent, la complexité, ce qu'on ne comprend pas, va plus nous nuire que nous aider. Okay? On va y aller vers ce qu'on comprend, puis vers ce qui est simple. Aussi, la constance sur une longue période de temps, ça va battre le génie, la surperformance, l'émotion, la spéculation, le timing. Tu n'as pas besoin de faire ça en investissement. On a chacun nos travails, on est des professionnels, on est sur le marché du travail. C'est là qu'on va générer le gros de notre patrimoine va provenir de notre travail, OK? Puis ensuite, oui, il faut le placer, il faut aller l'investir de façon intelligente, mais on va pas tomber dans les pièges, OK? On va pas comme travailler très, très fort, gagner notre argent avec notre travail pour ensuite aller la perdre avec de l'investissement qu'on comprend pas trop ou qu'on se fait vendre, ou est-ce que ça va être d'autres gens en réalité qui vont s'enrichir avec notre argent? Non, avec Se libérer d'être fauché, on va parler de toutes les sortes d'investissements finalement, puis dire pourquoi on devrait juste y aller au plus simple. Donc, le chapitre commence en parlant de deux histoires. On met deux personnes qui possiblement sortent de l'université, OK, dans leur jeune vingtaine. Deux personnes qui sortent de l'université ont un diplôme universitaire équivalent et les deux font, disons, 70 000 par année en sortant de l'université. C'est peut-être le salaire moyen qu'on peut s'attendre en sortant de l'école avec un diplôme universitaire. Deux personnes. La première personne s'appelle Chase. Et Chase a essayé, lui, tous les hacks. C'est comme le lièvre. Si on regarde son histoire, Chase, lorsqu'il est allé étudier, il a pris un prêt étudiant. Lorsqu'il a voulu une voiture, il est allé prendre son prêt voiture. Ensuite, quand il a commencé à travailler, il vivait de paye en paye. Okay, puis, s'est rendu compte qu'il avait toujours besoin d'argent, puis besoin d'argent rapidement. Quand il a commencé à penser à l'investissement, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il est allé jouer en bourse. Il est allé investir dans la crypto. Il s'est même fait vendre une police d'assurance vie par son ami. Il s'est fait dire que c'était un truc que les riches utilisent. OK? Une assurance vie où est-ce que tu as un paiement, puis tu as de l'argent qui s'accumule en arrière, puis là, tu peux emprunter contre cette police d'assurance-là. Il s'est fait vendre cette idée-là parce qu'il s'est fait dire que c'était quelque chose que les riches utilisaient pour s'enrichir. Aussi, Chase aime utiliser la loterie de temps en temps parce qu'il se dit, ça peut être une petite mise pour gagner gros. Ensuite, il va utiliser le sports betting. Il va gager sur des matchs. Puis à chaque fois qu'il semble avoir une bonne idée, il perd de l'argent. À chaque fois, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, il dit cette fois-là, ça va être différent. Donc à cette fois-là, ça va être différent. Cette fois-là, ça va être différent. Puis il essaye des choses comme ça
pour faire de l'argent rapidement. Côté investissement, ben, tu sais, quand il est venu le temps d'acheter sa maison, ben, il n'y avait pas vraiment d'argent. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé dans ses REER, il a fait un rap, il est allé l'emprunter à son fonds de retraite, dans le fond, à ses investissements pour la retraite, puis il a mis la mise de fonds pour sa maison de cette façon-là. Aussi, éventuellement, ben là, il voulait une piscine. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé rajouter une marge de crédit sur sa propriété pour justement aller emprunter, rajouter une piscine sur sa propriété parce qu'il en voulait une, mais il n'y avait pas l'argent pour se la payer. Ses prêts étudiants, finalement, il a réussi à les payer comme dans la trentaine éventuellement. Fini par rembourser tout ça sur le tard. Là, il s'est rendu compte qu'il n'y a personne d'autre que lui qui allait pouvoir rembourser ça. Fait qu'il a fini par le rembourser quand même. Puis ensuite, ben, il a mis 3% de son revenu pour la retraite par année parce que c'est ce que son employeur allait matcher lorsqu'il travaille. Il met 3%, son employeur met 3%. Donc, il mettait 3% pour la retraite ensuite. Mais en réalité, c'est ça, il n'en a pas mis beaucoup de côté dans sa vie. Puis, il compte principalement sur le gouvernement pour le reste de sa retraite. Ça, c'est le premier des deux personnes qui fait 70 000. Le deuxième, on va l'appeler Lee. Lee, c'est plus la tortue dans l'histoire. Okay? Lui, c'est lentement, mais sûrement. Okay? Lui, Lee, il est sorti de l'université sans dette. Ses parents avaient des REEE, puis il a fait des choix pour aller étudier avec l'argent qu'il avait sous la main. Donc, il s'est dit, bon, ben moi, je ne vais pas commencer en me tirant dans le pied, en allant chercher un prêt étudiant. Il s'est dit, je vais commencer ma vie du bon pied, sans dette. Donc, il est allé étudier comme ça, sans emprunter. Puis, dès qu'il a commencé à travailler, il s'est dit, moi, je vais avoir un train de vie plus bas que ce que j'ai comme revenu, dès le départ. Okay? Puis de façon constante, lui a décidé qu'il allait mettre 15% de son revenu de côté pour la retraite à chaque année. Okay? Puis il allait mettre ça dans des fonds communs de placement, fonds indiciels, puis qu'il allait avoir un budget mensuel, ce qui a permis à payer une voiture sans avoir besoin d'emprunter, parce qu'il y avait un budget, il s'est mis de côté l'argent, il a acheté une voiture comme ça. Ça lui a permis aussi de se payer quelques vacances par année grâce à son budget, puis il a fait sa vie comme ça dès le début de sa vingtaine. Donc là, ce que l'auteur nous dit, okay, entre Chase, n'oubliez pas, les deux ont sorti de l'école avec un salaire de 70 000 par année. Okay? Donc, Chase et Lee, la différence rendue à 62 ans, c'est quoi la différence entre les deux personnes? Lee, c'est la tortue là-dedans. Lui, ben, à 62 ans, il se retrouve avec une maison qui vaut 1 million, qui est payée complètement. Et il se retrouve aussi avec de l'épargne pour sa retraite, environ 7 millions de dollars, okay, de mis de côté, parce qu'il a suivi le plan comme ça, puis il a mis 15% pour la retraite, il n'a pas utilisé l'endettement, il se retrouve à 62 ans dans une très belle situation financière. Maison payée qui vaut 1 million avec 7 millions de côté pour son épargne retraite. Chase, lui, par contre, ça l'a moins bien été. À 62 ans, il n'a pas encore fini de payer sa maison. Okay? Puis il se retrouve avec un 500 000 dans son épargne retraite parce qu'il a commencé sur le tard, parce qu'il a emprunté, il a fait un rap pour payer sa mise de fonds, etc. Ça l'a retardé. Puis il n'a pas mis 15%, il en a mis moins. Il s'est essayé dans différents styles d'investissement. Ça n'a pas marché. Puis voilà le tableau à 62 ans des deux personnes. Vous voyez qu'il y a une très grande différence. Là, le chapitre, on va y aller avec les pièges, OK? Puis la morale des deux histoires de Lee et de Chase ici, c'est soyez comme Lee, soyez comme la tortue dans un monde de lièvres. Parce que tout le monde, la majorité des gens sont portés à faire comme Chase. Puis très peu ont la discipline de faire comme Lee, c'est-à-dire d'attendre, d'être patient, puis d'être constant à travers le temps. C'est la différence entre les deux. Soyez la tortue dans un monde de lièvres. Allons-y avec les pièges maintenant. Les pièges, ici, on parle aussi de tendance. Si vous suivez la tendance, il y a des bonnes chances que vous allez tomber dans un piège. Okay? L'auteur dit ça ici, faire attention aux tendances. Voilà, il y a plusieurs façons de se tromper en investissement. Okay? Je vais numéro 1, là, ça va être numéroté de 1 à 16. De 1 à 16 ou de 1 à 17? De 1 à 17. Le numéro 1. Piège numéro 1 en investissement, c'est la crypto-monnaie qu'on dit ici. Okay? La crypto-monnaie, c'est une forme de monnaie numérique décentralisée, sécurisée par la cryptographie, okay? Qui fonctionne sans l'intervention d'une banque centrale grâce à une technologie appelée la blockchain. Bon, mais là, la crypto-monnaie, le problème avec ça, c'est que ce n'est pas un investissement. Ça vaut autant que ce que le prochain est prêt à payer pour.
OK? En réalité, c'est un outil spéculatif. C'est l'équivalent d'un Ponzi scheme, c'est-à-dire tant que les gens mettent de l'argent là-dedans, ça va, mais le jour où ça arrête, ça ne vaut plus rien. OK? C'est l'équivalent de faire du gambling. C'est l'équivalent du multi-level marketing. Il faut toujours embarquer plus de gens dans l'idée pour que ça fonctionne. La crypto-monnaie, il n'y a pas de réelle valeur en arrière de ça. C'est ce qui est soutenu dans le livre. Je rapporte les 17 pièges, puis je suis un peu d'accord. Dans mon cas, je n'utilise pas de crypto-monnaie. Là, je suis principalement d'accord avec tout ce qui est dit ici dans le livre, en passant. Donc, je continue. La crypto-monnaie, évidemment, c'est un des pièges en investissement. On va aller vers ça. Pourquoi? On va aller vers ça quand on veut aller vite. On va aller vite parce que là, on voit que ça, c'est des gros rendements qu'on peut avoir faciles. Quand on regarde les rendements de la crypto-monnaie dans certaines périodes de temps, on se dit « Ouais, il n'y a rien qui fait autant que ça. » Puis, lorsqu'on est endetté, lorsque, tu sais, ça nous prend une façon rapide de s'enrichir parce que on a utilisé des shortcuts, on a utilisé des raccourcis. Donc là, automatiquement, pour s'en sortir, pour avoir un espoir d'une vie meilleure, il faut que ça aille rapidement. Sinon, on va juste avoir une vie normale, moyenne. Donc, c'est pour ça que tant de gens sont tentés d'aller vers ces véhicules-là. On veut faire un gain rapide, OK? Mais, comme vous pouvez voir, ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies dans les dernières années, c'est très, très, très volatile. Et oui, peut-être qu'en ce moment, c'est très haut, mais il n'y a rien qui garantit que demain matin, ça va être aussi haut. Ça pourrait tomber à zéro n'importe quand. OK, donc ça, c'est la crypto-monnaie, le premier piège. Ensuite, deuxième piège ici, les NFT, comme un certificat de propriété. Ça te permet vraiment de montrer que tu es propriétaire valide de quelque chose, mais ce que l'auteur nous dit ici, c'est qu'en réalité, tu es propriétaire de pas grand-chose. OK? Puis comme la crypto-monnaie, les NFT, les seuls qui font de l'argent vraiment avec ça, c'est ceux qui commencent le produit, la NFT ou la crypto-monnaie. Ceux qui l'inventent, qui la créent, eux vont faire de l'argent avec ça sur le dos des gens qui vont les utiliser, qui vont décider d'investir là-dedans. C'est un petit peu ça le principe. On pousse notre argent vers d'autres personnes, vers du scam. C'est un piège. C'est un piège. C'est de la fraude. En réalité, ces choses-là. Un NFT, oui, tu es propriétaire de quelque chose, puis c'est validé par le blockchain, mais en réalité, tu n'es pas propriétaire de grand-chose. Ça vaut rien. OK, c'est ça que ça veut dire, les NFT. Donc ça, c'est le deuxième piège dans lequel on peut décider d'investir pour essayer de faire de l'argent rapidement. OK, il y a juste le créateur, en réalité, qui va sortir gagnant de cette histoire-là. Troisième piège, l'assurance vie permanente. C'est une affaire très, très compliquée que personne ne comprend, mais qu'on se fait dire que ce sont les riches qui utilisent ça pour s'enrichir, pour payer moins d'impôts. La réalité en arrière de ça, c'est que c'est un paiement. On s'attache à un paiement. Donc, on s'engage à avoir un paiement de plus dans notre vie. Ça va donner des grosses commissions aux gens qui vont nous vendre ça comme un produit d'investissement pour les riches. Et c'est une taxe de stupidité. Dans le fond, quand quelqu'un qui prend ce produit-là, c'est comme si tu payais une taxe pour être stupide. Dans le fond, c'est l'équivalent de tout ça. Il n'y a pas un très gros rendement lié à ça. Les seuls qui font de l'argent avec ça, c'est les compagnies d'assurance, c'est celui qui te vend la police d'assurance. Et puis, on fait passer ça comme étant une stratégie très, très, très sophistiquée pour les riches. Et non, moi, j'embarque pas là-dedans. Et Dave Ramsey et George Kamel n'embarquent pas là-dedans non plus. Et ils vous disent ici, en troisième lieu, n'allez pas vers ces produits d'assurance-là. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Ensuite, ici, on dit jouer à la bourse. OK? En quatrième, le piège de l'investissement, jouer à la bourse, aller acheter des single stocks, aller acheter des titres boursiers, faire du trading de titres comme ça. Ça peut être très volatile, ça peut tomber à zéro. Une compagnie, ça peut faire faillite. Oui, le upside est plus grand, mais est-ce que vraiment on va faire de l'argent avec ça? Beaucoup de gens s'y intéressent, beaucoup de gens s'embarquent dans jouer à la bourse, mais c'est beaucoup associé au day trading et la majorité des gens qui vont aller vers ça ne feront pas vraiment d'argent. C'est associé au day trading, c'est volatile, c'est un piège de l'investissement d'aller acheter cela. Ensuite, en cinquième, faire du day trading. Okay? Le day trading, c'est jouer à la bourse, mais sur une plus courte période encore, c'est-à-dire
acheter quelque chose et le vendre dans la même journée. C'est un travail à temps plein. Encore là, la majorité des gens qui vont décider d'aller vers le day trading vont perdre de l'argent. Puis, si vous décidez, en plus de faire du day trading, d'utiliser le levier, c'est-à-dire d'emprunter pour faire du day trading, eh bien là, c'est carrément stupide. Vous pourriez tout perdre, mais plus encore, vous pourriez perdre plus que tout. Donc, c'est un gros piège de l'investissement. Faire du day trading, on ne recommande pas ça. Notre patrimoine, on va le faire en travaillant. Mais lorsqu'on va parler d'investissement passif, day trading, c'est un peu comme du gambling, devenir un trader professionnel. Il y a beaucoup de stress qui est lié à ça. La majorité des gens perdent de l'argent avec ça. Et puis, si on va avec l'effet de levier, c'est encore là très, très stupide de faire ça. Les riches ne font pas de day trading en passant, OK? Ou ceux qui disent qu'ils sont riches avec le day trading, c'est probablement parce qu'ils ont un cours aussi à vous vendre. Voilà. Donc, ensuite, le 6e piège de l'investissement, on va parler d'applications d'investissement. Okay? Faites attention avec ça. Les applications vous rendent la vie très, très facile à faire du trading, du style Robinhood. Okay? Là, on dit ici, les applications de ce style-là vous encouragent à faire du trading. C'est de la gamification. Donc, on rend ça comme un jeu. On veut vous rendre accro à votre téléphone, à votre application d'investissement pour vous faire prendre des décisions sous l'émotion, puis vous encourager à faire des transactions comme ça. Attention, les applications d'investissement, c'est ici piège numéro 6. On compare ça aux applications pour les paris sportifs. Donc, c'est mieux de travailler avec un professionnel que de faire affaire avec une application comme ça pour son investissement. Piège numéro 7, on parle de micro-investing. Bon, ça, je ne connais pas trop ça. Ici, l'auteur dit que c'est des applications comme Robinhood ou Acorn qui va permettre ça. L'idée, c'est que c'est une stratégie où est-ce qu'on va prendre des petits montants, on va arrondir le montant de nos achats, on va prendre des petits montants puis on va les investir comme ça, basés sur ce qu'on achète. Supposez qu'il y a des applications qui font ça. C'est cool, c'est comme si ça nous permettait d'investir sans vraiment rien faire. C'est juste en consommant parce que ça va arrondir automatiquement puis ça va aller dans nos investissements. Ici, ce que l'auteur dit, c'est que c'est du change en réalité. On ne devrait pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que ça va être tellement des petits montants. Donc, le micro-investing, ça va être des micro-résultats. On a l'impression qu'on fait quelque chose, on a l'impression qu'on a investi et qu'on fait quelque chose de bien, mais en réalité, ça ne va pas bouger l'aiguille tant que ça pour notre enrichissement. On est beaucoup mieux d'aller investir 15% de notre revenu, des gros montants. Là. On veut comme prendre beaucoup d'argent de notre revenu puis aller placer ça sur une longue période de temps. C'est ça qui va fonctionner. Okay? Donc, micro-investing, c'était le piège numéro 7. Piège numéro 8, on parle des rentes. Okay? Puis là, on revient un petit peu aux produits d'assurance, en anglais, annuities. On va acheter une rente. Peut-être que ça va coûter tant par mois, puis au bout de tant d'années, c'est la rente qui va nous donner tant par mois. Puis là, il y a différents types de rentes. On peut l'avoir fixe, on peut l'avoir variable, on peut l'avoir indexé. L'auteur ici n'est pas un fan des rentes. Okay? Il dit peut-être la rente là, quand on est rendu très très vieux puis qu'on veut vraiment avoir un revenu garanti. Mais en gros, le reproche des rentes, c'est que c'est pas payant. C'est pas des gros rendements, ça va battre à peine l'inflation. Et puis, c'est similaire à de l'assurance. En réalité, ce qu'on fait quand on va chercher une rente, c'est qu'on paye l'assureur. L'assureur va faire un profit sur notre argent pour nous garantir un certain rendement. Mais on serait bien mieux sur le long terme de juste investir sur le marché, dans les fonds indiciels. Ici, on dit les fonds communs de placement, mais les fonds indiciels aussi, selon moi, ça fonctionne. Ici, la rente, peut-être en variable, parce que fixe, ça coûte très cher. Donc, il dit peut-être une rente variable lorsqu'on est vers la fin de notre vie, puis qu'on va avoir quelque chose de vraiment stable. Peut-être que ça peut être une option, mais à éviter. Les assurances sur le long terme, où est-ce qu'on va payer des primes comme ça sur le long terme, c'est qu'on garoche notre argent par les fenêtres. C'est les compagnies d'assurance qui vont faire de l'argent. Ce sont les gens qui vendent l'assurance qui vont faire l'argent. On devrait s'en tenir à nos stricts besoins d'assurance avec des
assurances de terme, 10 ans, 20 ans, des polices d'assurance à terme. On devrait s'en tenir vraiment à nos réels besoins et non pas essayer de mixer l'investissement puis l'assurance. Okay? C'est ce que l'auteur, c'est ce que l'équipe de Dave Ramsey nous encourage à faire. Donc ça, c'était le piège numéro 8. Piège numéro 9, les obligations. Donc là, ici, obligation, pas tant un piège, mais c'est plus un véhicule d'investissement qui sous-performe. Okay? Un investissement, oui, très sécuritaire, mais c'est trop sécuritaire. Okay? Il compare ça à ramper pour gagner un marathon, au lieu de courir. Donc, ça va pas, on ne va pas y arriver en réalité. Là. C'est pas méchant, les obligations. Il dit c'est correct d'en avoir une portion. Ça, j'en ai déjà parlé, la théorie moderne du portefeuille, où est-ce qu'on va avoir une partie obligation, une partie en action. Lui, ici, numéro 9, il dit que les obligations, c'est pas idéal. Ça peut être même un piège de décider de tout mettre là-dedans. Donc, il dit c'est pas méchant en tant que tel, mais ça peut nuire, okay, si on fait pas attention puis qu'on se fie au conseil de quelqu'un qui nous dit de tout mettre en obligation, par exemple. Ensuite, le piège numéro 10, on nous parle de Money Market Account. Ça, c'est les marchés monétaires. Je pense que c'est un type de compte. Moi, c'est un type de compte que je connais pas beaucoup. J'en parlerai pas beaucoup ici. Je pense que c'est un type de compte qui va rapporter un peu plus que de l'épargne élevée, où je pense que ça va être similaire. Là, ici, lui, il compare ça. Il dit c'est comme utiliser un paddleboard pour une course de bateau à moteur. Okay, un peu le même principe que les obligations. Ça rapporte pas assez. Peut-être qu'il y a une petite portion de nos investissements qui pourrait être là-dedans. Mais en réalité, c'est ça, là, le Money Market Account, lui, il dit on va pas vouloir tout mettre là-dedans. Même chose, numéro 11, le certificat de dépôt. Tu peux acheter ça auprès d'une banque, ton argent est gelé, puis ça te donne un rendement faible. Encore là, c'est un rendement faible. Tout le 9, 10, 11, là, c'est parce que c'est des rendements très faibles. Donc, c'est la critique sur ces produits-là. Dave Ramsey, ils vont dire d'aller tout en action. Ici, vous devriez voir un professionnel pour connaître votre profil d'investisseur, évidemment. Mais eux, ce qu'ils recommandent, c'est de mettre dans des fonds communs de placement et d'aller voir un conseiller pour vous aider à faire ça. C'est pour ça que les certificats de dépôt, ils sont pas fans. Encore là, votre argent est gelé. Il peut y avoir des pénalités si on en a besoin avant le terme. Les rendements sont faibles. Donc, voilà, les critiques de numéro 11, le certificat de dépôt. Ensuite, numéro 12, les fonds indiciels. OK, on va parler 12 de fonds indiciels, 13 de FNB. Okay, parce que l'équipe de Dave Ramsey va aller plus vers les fonds communs de placement. Okay? C'est ce qu'ils veulent vous encourager à aller prendre avec un conseiller financier. Ici, le fonds indiciel, il vous dit, c'est parce que les fonds indiciels, c'est qu'ils ne vont pas battre le marché. Le fait que c'est indiciel ne va pas battre le marché, bon, moi je ferai attention aussi. Le fait que c'est pas flexible, dans le sens que si on a un fonds qui est géré activement, ben au moins un gestionnaire peut réagir. Ça, c'est l'argument typique pour aller vers des fonds gérés versus des fonds indiciels. Ici, je ferai attention à ces conseils-là. Ils recommandent toujours les fonds communs au lieu des fonds indiciels. Je passe au prochain. Le piège numéro 13, c'est le fonds négocié en bourse. Les fonds négociés en bourse, c'est bien parce qu'il y a peu de frais, mais son désavantage ici, ce qu'il dit, c'est que c'est facile à transiger. Donc, parce qu'on peut le transiger dans la même journée, le prix peut varier, donc on peut être tenté de faire des transactions avec nos FNB. Versus des fonds communs de placement où est-ce qu'il dit que le prix va changer juste à la fin de la journée. Donc ça, il trouve que c'est un avantage. Par contre, il reconnaît que le FNB, ça peut être le petit cousin plus à la mode du fonds commun de placement et que pour certaines personnes, ça pourrait être une bonne alternative. Okay? Mais il y a quand même au numéro 13 ici dans les pièges parce qu'eux, dans le fond, ils veulent rediriger tout le monde vers les fonds communs de placement et un conseiller financier. Numéro 14, ici dans le livre, c'est qu'on parle des fonds de placement immobilier, okay, les REIT en anglais, FPI en français. C'est un autre style de fonds, un peu comme les FNB, les fonds communs de placement, seulement ils ont des avantages fiscaux parce que c'est optimisé pour l'immobilier. Lui ici, il conseille peut-être d'aller là-dedans lorsqu'on a maxé tous nos comptes enregistrés pour la retraite. Bon, ça ne devrait pas être notre principale façon d'investir pour notre retraite. Ensuite, numéro 15, là on achève, il reste 15, 16, 17, le gambling et les jeux de hasard. Évidemment, c'est un piège.
Tu sais, la loterie, c'est une taxe aussi pour les personnes, pour les revenus moins élevés. Tu sais, souvent, tu sais, pourquoi que les gens avec les revenus moins élevés? C'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour aller investir pour la retraite avec peu de rendement. Donc, leur seule façon d'avoir un espoir, d'avoir peut-être gagné le jackpot, c'est d'aller à la loterie, au casino. En fait, les loteries, casinos, c'est une taxe pour les ménages à faible revenu. Donc ça, c'est un peu triste, mais c'est un piège de l'investissement. On ne devrait pas mettre un seul sou là-dedans. Quand on regarde nos probabilités de gagner, c'est très, très, très faible. On est beaucoup mieux de garder même ces petits montants-là et de l'investir. Ensuite, numéro 16, les métaux précieux. Métaux précieux, il y en a qui vont vous vendre ça comme un edge contre l'inflation. Mais en réalité, si on regarde les performances des métaux précieux, l'or, l'argent, tout ça ne performe pas très bien comparé à la bourse, comparé aux actions des entreprises internationales. Dans le fond, les entreprises, c'est un meilleur véhicule d'investissement que les métaux précieux. Il faut faire attention aussi aux fraudes, là, les gens qui vont essayer de vous inciter à investir là-dedans. Pour l'équipe Dave Ramsey, George Kamel, c'est à éviter les métaux précieux. Ensuite, immobilier avec effet de levier. L'équipe de Dave Ramsey, vous aurez compris, sont très stricts sur l'endettement et pour eux, c'est un gros non. Même en achetant des immeubles à revenus, on ne va pas acheter ça avec des hypothèques, on va plutôt accumuler l'argent puis on va acheter des immeubles à revenus cash. Okay? C'est leur façon de faire. Donc, l'immobilier avec effet de levier, pour eux, c'est non. On va faire attention aussi aux gourous, aux cours d'immobilier en ligne, tous les coachings, etc. On veut vous prévenir, vous mettre en garde contre cela. L'immobilier, en bout de ligne, c'est un travail, il faut y mettre le temps. Faites pas le piège de penser que c'est facile l'immobilier et qu'il faut mettre une petite mise de fonds, peut-être même réemprunter sur votre propriété pour aller acheter de l'immobilier à revenu. On ne recommande pas de faire ça et puis honnêtement, moi je ne recommande pas tant non plus de faire ça. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait lorsqu'on va aller prendre de la dette pour investir. On ne fait pas ça si on a des doutes. On ne fait pas ça basé sur ce que quelqu'un nous dit. Il faut qu'on le sache, nous, que ça va marcher. Puis en cas de doute, on s'abstient. Donc ici, le conseil est très, très bon, je trouve, de ne pas aller vers l'immobilier avec effet de levier si on ne sait pas trop. Je trouve que c'est un bon conseil. En cas de doute, on s'abstient. Donc ça, c'était le 17e piège de l'investissement. On revient avec l'idée à la fin du chapitre que lentement, mais sûrement. L'idée, eux, c'est qu'ils vous disent allez investir 15% avec un conseiller financier dans des fonds communs de placement et puis faites ça de façon constante sur une longue, longue période et vous allez accumuler beaucoup. Et c'est ce qui fonctionne. C'est lorsqu'on questionne les millionnaires, où est-ce que vous avez tous vos actifs, ben, la majorité des gens ont une maison payée et ils ont de l'argent dans leur REER, dans leur compte enregistré pour la retraite. C'est la majorité des millionnaires qui ont ce setup-là. Donc, on veut vous encourager à aller vers ça. Attention au désir de l'argent rapide. Allez-y plutôt avec un désir de générosité. Attention à votre fierté. Utilisez plutôt l'humilité en investissement. Il faut rester très humble. OK? En investissement parce que c'est très, très facile de perdre dans le monde de l'investissement, de perdre notre chemise et puis la fierté peut nous faire prendre des risques. Vraiment, l'investisseur humble va battre l'investisseur fier à tous les coups. Okay? C'est ce qu'il nous dit. Et puis, ce que Dave Ramsey nous recommande, c'est d'y aller justement avec des fonds communs de placement et un conseiller, prendre 15% pour notre retraite, puis faire ça sur une longue période. Moi, je vous dirais, les fonds communs de placement, c'est bien beau, mais c'est un petit peu outdated. Okay? Il y a des possibilités d'utiliser des FNB indiciels et de se faire conseiller par un professionnel. Je vais peut-être faire d'autres podcasts pour parler d'investissement dans le futur. Le livre The Simple Path to Wealth. Okay? Ça, c'est un livre que je considère central, moi, maintenant, dans ma façon de voir l'investissement pour la retraite. Et puis, j'adore ce livre-là et cette façon de faire-là avec un seul fonds. Techniquement, faire ton portefeuille avec un seul fonds. Et puis, le livre arrive avec des arguments très solides sur pourquoi qu'on devrait procéder de cette façon-là. C'est un monsieur qui a un certain âge, qui a beaucoup d'expérience, puis qui avait son blog aussi pendant des années. Donc ça, je vais vouloir en reparler aussi par rapport à l'investissement sur le podcast. Évidemment, ce ne sont pas des conseils d'investissement qui peuvent s'appliquer à votre propre
situation, d'aller voir des professionnels qui ont des titres. C'est tout pour l'épisode aujourd'hui. Se libérer d'être fauché, le chapitre 7, les pièges de l'investissement. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachèreté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.